Fuego. Yeah. How are you? Chief, I'm fine. Vous êtes bien habillé. Merci. Pour le style. Merci. Toi aussi, je sens l'aspect, le charisme. Tu es là comme ça. Hein? Notre Pumba. Donc, ça blague. Ça, c'est notre culture, on est gabarit. Non, il faut solide, toujours. Yeah, toujours. Poitrine bombée, tête Et puis, haute. yeah, et puis, je vois TBL. Yeah. Hein? Tellement Bundalunga. Donc, on représente. Merci vraiment. Bon. On va parler de beaucoup de choses. Okay. Mais il faudrait qu'on commence par la base. La base, c'est que, je ne sais pas si tu le réalises, mais ton pays, notre pays est assiégé. OK? Il y a des problèmes entre la RDC, le M23, le Rwanda et tout ce qui va en ce sens-là. OK? Déjà, de prime abord, c'est quoi ton avis par rapport à cela? Bon, moi, ce que je sais à la base est que le Congo est un pays riche, un pays grand, un pays beau, qui a les yeux du monde entier. Tout le monde veut profiter de ce que la RDC a. Comme naturellement, si vous avez quelque chose de précieux que vous ne savez pas comment l'utiliser ou comment le protéger, c'est tout le monde qui veut mettre la main dessus. Donc, on est victime des agressions pendant des années et des années. Mais à la base, il y a juste beaucoup de choses que moi, en tant que citoyen congolais, que je ne maîtrise pas trop. Mais à la base, je sais que c'est vraiment des choses qui nous ralentissent. Il y a des frères qui meurent, des innocents, juste pour des intérêts des grandes puissances, quoi. Oui. Bon, déjà, comme tu as dit, on a un pays beau, grand et riche. Tu dois savoir que il n'y a pas que notre pays qui est beau, grand et riche. Il y a beaucoup de pays qui sont beaux, grands et riches. Exact. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que pour certains, ça devient une excuse. Tu vois? Ce qui fait notre pays différent, ce qui fait la différence, ce qui doit faire la différence, c'est le fait que c'est le nôtre. C'est le pays dans lequel on est né, c'est le pays de nos ancêtres et tout ce qui va en ce sens-là. C'est ce qui fait la grande différence. Tu vois un peu? Donc, juste dire que notre pays est riche, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Mais non. Je t'ai posé la question plus tôt sur le Génocost. Est-ce que tu sais ce que c'est? Non. C'est quoi le Génocost? Le Génocost, déjà, si tu ne sais pas ce que c'est, ça veut dire que le gouvernement n'a pas été très effectif à expliquer le problème. Depuis maintenant 30 ans, il y a des Congolais qui meurent partout, qui meurent à l'est surtout du pays. Et à ce jour, on en compte environ 10 millions de morts. Ça veut dire pas 50 personnes, pas 100 personnes, pas 1000, pas 2000, pas 300 000, pas 500 000, pas 1 million, pas 1 million 500, pas 1 million 200, pas 1 million 800, pas 2 millions, jusqu'à arriver à 10 millions de morts sur 30 ans. Mais non, le Génocost, c'est ce qu'on dit que c'est une forme, un génocide pour des raisons économiques, minerais et tout ce qui va en ce sens-là. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que nous, on est en train de parler de Génocost et le Rwanda, parce qu'au Rwanda, en 1999, il y a eu un génocide où il y a eu beaucoup de personnes qui sont mortes. Je crois près de 1 million ou 2 millions, je ne me rappelle plus le chiffre exact, sur un long moment. Ça a commencé quand 2 présidents de la République, l'ancien président du Rwanda et l'ancien président du Burundi, qui étaient dans le même avion. Il y a eu une explosion dans cet avion-là. Et puis, pour ne pas dire quelqu'un a shooté, a lancé une missile sur cet avion-là. Et puis, les gens se sont mis à s'entretuer. OK? C'est ça qu'on appelle le génocide rwandais. Ils appellent ça très souvent le génocide Tutsi. Parce que là-bas, il y a Tutsi, il y a Hutu, il y a aussi une autre tribu dont j'ai oublié le nom. Les deux grandes, hein? Oui, mais il y a une autre tribu. Mais non, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que le Génocost n'est pas bien fait, malheureusement.
Parce que nous, on a un grand problème au niveau de bien faire les choses aussi. Il faudrait le reconnaître. Pour moi, je pense que le Congo doit aussi étudier ses alliés et ses adversaires. Le Congo doit étudier aussi ses ennemis. Le Rwanda, quand il y a eu ces génocides-là, jusqu'à aujourd'hui, ils ont utilisé ça comme base. C'est-à-dire, quand tu arrives à Kigali, ou même beaucoup de visiteurs, ils viennent, ils leur emmènent à un endroit, un peu comme le cimetière où il y a eu ces génocides-là, pour qu'ils voient que, notre pays, leur pays a subi ça, ils ont commencé par là. Tu comprends? C'est devenu comme un lieu touristique. Et ils construisent leur pays à travers ça. Et puis, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Ils ont mis des lois où, quand tu émets des doutes contre ce génocide-là, c'est ce qu'on appelle génocide denier. C'est un crime au Rwanda. On t'arrête pour ça. Le fait qu'on t'arrête, qu'est-ce que ça fait? Ça renforce la croyance en ça. Donc, c'est comme qui dirait, on oblige au fait aux gens à y croire. Voilà. Il y a un caractère obligatoire, il y a un caractère poussant en ce sens-là. Nous, maintenant, jusque-là, ce qu'on fait, c'est on parle seulement de Génocost, on fait quelques t-shirts, on passe à la télé. Et puis, je crois que dans certaines zones de l'Est, on a arrangé des espaces pour ça et puis ça s'arrête là. Une fois encore, c'est faible. C'est pas assez contraignant. C'est pas assez solide. Normalement, dans chaque province de notre pays, il fallait qu'il y ait un lieu bien apprêté où toute personne, quand il arrive dans cette province-là, on lui rappelle que nous aussi, on n'a pas oublié les agressions. Oui, on n'a pas oublié le Génocost. On n'a pas oublié que plusieurs de nôtres sont morts pour certaines raisons, parce qu'on a été envahis. Et ce que le Rwanda fait, c'est qu'ils sont allés de là, ils ont bien structuré ça, il y a des lois autour de ça, ils s'organisent autour de ça, et puis ils disent plus jamais. De la même manière que les Israélites, il y a eu, avec l'Allemagne, il y a eu ce qu'on appelle l'Holocauste, où on a tué plusieurs Israélites. C'est un peuple qui a beaucoup subi aussi. Et ils ont dit plus jamais. Donc aujourd'hui, quand tu t'opposes ou tu attaques quelqu'un venant d'Israël, tu as des gros problèmes. Parce qu'ils se rappellent toujours de ce problème-là. Mais vous savez, professeur, il y a une chose qui m'intrigue toujours. Quand je vous entends parler de... Le Rwanda a pris une décision de... On met un environnement où, quand les gens viennent, ça devient comme un endroit, un lieu touristique pour rappeler à la population que notre pays a subi des agressions et tout. Mais qu'est-ce qui fait à ce que ce soit les Israélites et les Rwandais et cette, je veux dire, solidarité, une décision collective on dit, voilà, nous, on va faire ceci. Parce que je sais pas, je pense pas que l'initiative, c'est seulement venu de lui-même, Kagame, le président Kagame lui-même. C'est tout le Rwandais. Il est entouré de tous les Rwandais, accompagné des gens. Maintenant, qu'est-ce qui fait au fait à ce que chez eux, il y ait cette solidarité et nous, c'est pas la même chose? Ce qui fait ça, c'est ceci. Déjà, il n'a pas pris cette décision-là avec tous les Rwandais. Il a pris cette décision-là avec un cercle restreint qui maîtrise la stratégie. Des personnes solides qui sont formées. Parce que leur président, c'est vrai qu'il a fait aussi, il a fait beaucoup l'armée. Il a fait beaucoup l'intelligence. L'intelligence de l'armée, un peu comme Maner. Mais aussi, il maîtrise ce qu'on appelle PSYOP. PSYOP, c'est ce qu'on appelle opération psychologique. Opération psychologique, c'est, tu vois, un peu comme le développement personnel, maintenant poussé pour, à la limite, manipuler les masses. Tu vois? Donc, il maîtrise ce genre de choses et il utilise ça en son avantage. Il utilise ça à la limite pour protéger ou structurer son pays comme bon lui semble. Dans quelques minutes, on va parler des armoiries.
OK? Rappelle-moi ça si j'oublie. D'accord. On va parler des armoiries. Comme ça, tu vas voir comment est-ce qu'ils sont en train de réfléchir, comment est-ce qu'ils sont en train de penser. Donc, il vient, il se dit, notre pays, on va commencer à partir de là. C'est sur cette base ici qu'on va commencer. Mais ça ne s'arrête pas là. Il dit, tous ceux qui vont après être nos ennemis, ça va être les gens qui ont créé ça. Donc, on devra les attaquer. Tout ce qui est AFDLR, tous ceux qui ont l'idéologie génocide, de génocide, et tous ceux qui vont en ce sens-là. Donc, c'est ça que je te disais à un moment donné, je te disais, il faut créer ton propre ennemi. Tu te rappelles? L'ennemi parfait. Je te parlais de l'ennemi parfait. Tu vois un peu? Donc, lui, maintenant, il a fait ça pas au niveau. Toi, je t'en parlais en tant que formation individu. Lui, il a fait ça au niveau national. Tu vois? C'est-à-dire, il y a un drame, il tient ce drame-là. Il laisse pas ça passer. Tu vois un peu? Parce qu'il y a des gens où il y a des peuples où il y a eu plus de morts. Après, ils ont laissé ça passer. Tu vois un peu? Comme aussi les Sud-Africains, ils ont tenu l'apartheid. Exactement. Tu vois un peu? Ils ont tenu l'apartheid. Et aujourd'hui, en Afrique du Sud, il y a même une loi pour que certains Blancs qui avaient eu beaucoup de des portions de terre remettent une partie pour que ça bénéficie aux autres Noirs qui sont désavantagés. Parce qu'ils ont tenu l'apartheid comme ça. Eux, ils ont tenu des génocides rwandais ou tutsis comme ça. Nous, qu'est-ce qu'on tient? Je ne sais pas si tu comprends. Ta question maintenant, c'est pourquoi. Le pourquoi, c'est simple. La raison, c'est que nous, dans la majorité de cas, notre pays est dirigé par ce qu'on appelle des bureaucrates. Des gens qui, en grande partie, pas tous, hein, des gens qui, en grande partie, sont là seulement en train de suivre des papiers, des procédures. Il n'y a pas de nouvelles initiatives. Pour que tu aies une idée claire, quand il y a eu ce début de guerre, Jonas Steve, quand il y a eu ce début de guerre, ok, tu vas voir que le président, il est en train de dire, je suis un peu déçu. Comment est-ce qu'on peut être attaqué? Il y a ces histoires, il y a la guerre, et il y a seulement quelques ministres qui se lèvent et qui prennent des initiatives. C'est parce qu'une grande partie, ce sont des bureaucrates. C'est-à-dire, il y a le feu dans la maison, il faut lui dire, va travailler, va jeter de l'eau pour qu'il se lève et qu'il jette de l'eau. Si tu ne dis rien, rien ne se fait. Mais pour ça, c'est dû à quoi? À l'éducation, aux études qu'ils ont suivies pendant des années à l'université. C'est quoi, au fait, la cause? La cause, pour moi, c'est un lavage de cerveau. Moi, je crois que le Congo tout entier, dans le dessin animé, on appelle ça Gengetsu. Gengetsu, les mangas. Yeah. C'est un grand Gengetsu. Voilà, donc mais je crois que c'est une grande opération psychologique qui a été faite sur nous. Depuis 30 ans, on est en train de vivre d'une certaine manière. Regarde, je te donne un exemple. J'en parlais hier avec un de mes amis avec qui on a étudié à l'UNIKIN à l'époque, Maître Christian. Je lui ai dit, mon cher, regarde à notre époque. On dit qu'il y a une de nos... il y a par exemple une grande ville comme Bukavu qui a été prise par un pays étranger. Comment est-ce qu'on allait réagir? En notre temps, nous, hein, il allait y avoir un désordre terrible. Ça n'allait même pas être tout le monde. Les étudiants de l'UNIKIN, chez tous les étudiants, la jeunesse, ils se mobilisent, ils se réveillent. Aujourd'hui, ceux qui font faire les marches là quand on prend la ville, ils le font peut-être une semaine plus tard, et c'est généralement les Chegués. Les Chegués. Les étudiants, ils sont... J'ai même vu une vidéo, ils sont allés aux universités pour forcer aux étudiants de sortir et faire... Parce qu'aujourd'hui, les étudiants... En fait, c'est ce qu'on appelle conditionnement. Le conditionnement, c'est quoi? Je te donne d'abord l'aspect théorique. L'aspect théorique du conditionnement, c'est ceci. Tu vois une mouche ou des moustiques. Ils peuvent voler n'importe où. Okay? Mais il y a
quelques savants qui ont fait une forme de test. Je me rappelle plus si c'était des mouches ou bien des insectes. Ils les ont mis dans une boîte. Ils mettaient la nourriture là-bas, une petite boîte comme ça. Et à chaque fois qu'ils essayaient de voler, ils se cognaient au couvercle de la boîte. Ils se sont mis à se multiplier. Ils ont eu des bébés dans la boîte là. Et ces bébés-là commençaient à voler et se cogner à cette boîte-là. À un moment donné, on les a sortis de la boîte. Et eux tous n'arrivaient pas à dépasser en volant la taille de la boîte. Même si on avait enlevé la boîte. Ils ont été conditionnés. Ça, c'est un peu du slight age. Donc, c'est quelque chose qui s'est répété encore et encore jusqu'à ce que c'est entré comme... Non, ça, c'est pas le slight age. Il y a du slight age, mais là, c'est ce qu'on appelle le rythme hypnotique. Ah oui. Tu vois un peu. Si tu lis, par exemple, Napoléon Hill, ça, c'est plus dans le sens, il y a et le rythme hypnotique simplement slight age. Oui. Donc, on vous met dans une condition. Je te donne un exemple, par exemple. Beaucoup de parlementaires, je ne sais pas si ça se passe toujours aujourd'hui, mais beaucoup de parlementaires à l'époque, quand ils votent une loi, bonne ou mauvaise, on te donne beaucoup d'argent. On te donne ça première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, sixième fois. C'est pour que la septième fois, tu votes la bonne loi ou la mauvaise. Ou pour que tu votes et puis qu'on te donne l'argent. Je ne sais pas si tu vois un peu. Tu es en train d'être compromis. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Tu es en train d'être compromis, mais tu ne sais pas. Donc, tu es un parlementaire. Ton travail, c'est de voter les lois qui vont servir à ton peuple. D'accord? C'est ça ton travail. Mais maintenant, on te met dans une condition où à chaque fois que tu votes une loi, on te donne l'argent. On te fait, première fois tu votes, on te donne l'argent. Deuxième fois tu votes, on te donne l'argent. Troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, sixième fois, septième fois. Huitième fois, quand on te propose la loi, est-ce que tu vois si elle est bonne ou mauvaise ou tu veux voter pour qu'on te donne l'argent? Tu as déjà été compromis. Je ne sais pas si vous comprenez. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans cette situation. C'est comme ça aussi d'ailleurs. Moi, je félicite grandement le ministre Liaou, qui a vraiment un esprit jeune, qui a apporté beaucoup de changements dans la fonction publique. Mais pose-toi la question. Tout le travail lié à la fonction publique, les gens vont là-bas pourquoi? Parce que on ne te demande pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup d'exigences. En fait, tu ne travailles pas beaucoup. OK? Tu ne travailles pas beaucoup. On ne te chasse pas, même si tu es médiocre. Du moment où tu as ton numéro matricule, tu es là pour toujours. OK? Tu n'as pas besoin d'élever de performance. C'est juste comme ça. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que qu'est-ce qui fait fonctionner l'État? C'est les entreprises privées? Bien sûr que non. Le problème du Congo, ça, c'est l'une des plus grandes batailles de ce pays. C'est une bataille entre les gens qui cherchent l'argent et les gens qui impriment l'argent. Quand tu as en ta disposition de lac, tu as en ta disposition toutes ces histoires-là que Dieu a créées, tu imprimes l'argent. Tu ne cherches pas l'argent, tu imprimes ça. Tu comprends? Maintenant, on est dans une situation où les gens sont en train de chercher l'argent. Le seul élément qui peut bloquer que certaines personnes, certains leaders soient achetés, c'est des valeurs simples. Quand tu as l'intégrité, même quelqu'un qui imprime l'argent ne peut pas t'acheter. Exactement. Il y a des valeurs qui... Des valeurs comme l'intégrité, la loyauté, vivre selon des principes. Vous comprenez? Ça t'empêche d'être acheté par l'argent. Je ne sais pas si tu comprends. Mais, imaginez, on dit, il y a un monsieur qui vient et dit, moi je veux... Il y a même eu une histoire ici où il y a eu un monsieur qui a acheté ou qui a voulu acheter 42 000 hectares au Bandundu de terre auprès du gouverneur.
Et comme le gouverneur n'a pas cette autorité-là de vendre autant d'hectares, il a découpé pour vendre ça, descendre. Et puis peut-être qu'ils ont acheté ça à 500 000, 1 million, 2 millions. Bate kizamba. Zamba créé. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Donc, moi, je suis en train de dire que le grand problème aujourd'hui, c'est ça. On est en train de se battre. En fait, il y a un virus en nous. Nous, tu sais, à notre époque, parce que moi, quand j'en parlais avec mon ami là, le maître Christian, il me dit, j'ai comme l'impression que plus le temps est en train de passer, plus notre énergie, notre force est en train d'être diluée. Dans ma génération, c'était un peu plus solide que ce que moi je vois aujourd'hui. Oui. Mais en même temps, dans la génération zaïroise, c'était encore plus solide. Donc j'ai peur que le temps passe et qu'on ne fasse qu'être dilué. La guerre, on est en guerre déjà depuis 30 ans. On peut être en guerre jusqu'à 50 ans. Et la vérité, c'est que pendant qu'on est en guerre depuis 30 ans, il y a certaines personnes qui sont dans notre pays et qui se réclament congolaises. Et la vérité, c'est que moi, à mon avis, il y a certains qui sont vraiment congolaises. Mais ils doivent juste être en ordre avec l'État. Il faut juste être en ordre avec l'État. Tu vois? Parce que moi, je pense que même un blanc peut être congolais s'il est en ordre avec l'État. Je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Je ne sais pas si tu comprends. Mais le grand problème, c'est qu'il y a un virus en nous. Notre virus, c'est qu'on ne sait pas qu'on est en train de se battre avec des gens qui peuvent imprimer l'argent. Je vais donner un autre exemple. Là, même moi, Licolo. Les États-Unis ont une dette d'environ 32 trillions de dollars. Tu as une idée de ce que 32 trillions, ça veut dire? Je te donne un exemple. Pour que tu aies une idée, 32 trillions, c'est 32. Et puis tu mets 12 zéros. Au-dessus 3, tu ajoutes encore 3. Tu ajoutes encore 3. Jusqu'à 12 zéros. Mais la question, c'est le 32 trillions là, ils ont emprunté ça où? Ils ont emprunté ça. Emprunter ça dans ce cas ici, ça veut dire qu'ils ont simplement imprimé ça. Carrément. Maintenant, quelqu'un qui est capable d'imprimer 32 trillions, il vient vers toi et dit Tekela Rambuka. Tu lui vends ça à combien? Tu dis je veux que tu me donnes 500 milliards. Il te donne 500 milliards. Cash. Et puis il a encore plus d'argent que toi. Wow. Toi, tu donnes quoi? Le pays. Après ça, tu vas faire quoi? Tu vas aller créer un autre pays. Je sais pas si tu... Est-ce que tu es en train de comprendre qu'on est en train de se battre avec des gens qui peuvent imprimer de l'argent? Et le fait qu'on veuille avoir de l'argent, ça devient une faiblesse. T'as jamais vu ça comme ça? Non, j'ai jamais vu ça comme ça. Parce que déjà, quand eux, ils peuvent imprimer le montant qu'ils veulent. Donc, tout ce qui est lié à l'argent, c'est pas leur problème. Yeah. Entre-temps, nous, on est en train de vendre. Mais professeur, moi, en fait, il y a quelque chose qui m'attriste beaucoup. C'est quand vous parlez des générations, c'est vraiment ce qui se passe. De génération en génération, il y a des histoires qui viennent où on sait que, voilà, à l'époque, il y avait des jeunes, par exemple, de ma génération, qui faisaient des grandes choses. Et plus le temps avance, plus nous, en tant que jeunes, on n'est pas capable de faire des choses qui peuvent faire bouger le pays avec beaucoup d'impact comme ceux qui ont été avant nous le faisaient. Mais maintenant, on a aussi jusqu'à nos jours des influenceurs, des leaders, si je peux dire. Mais ces leaders-là, eux, ne font pas des choses qui éveillent les autres. Est-ce que ces gens-là, c'est seulement des assoiffés d'argent? Ou ça fait partie aussi de cette stratégie que vous avez parlé au début, psychologique, pour affaiblir des générations qui suivent? Notamment les musiciens, tous ces gens-là qui peuvent parler, ou ce qu'on appelle des voice,
peuvent parler, la masse écoute. Est-ce que ces gens-là, c'est juste des assoiffés d'argent? Ils font des choses que les gens aiment pour qu'eux réussissent? Ou c'est aussi des pions qui font partie de cette stratégie? Parce qu'à la base, disons par exemple la musique congolaise n'aide pas les Congolais à s'éveiller. La musique congolaise nous pousse à danser, fêter. Pendant qu'on est en guerre, on est un pays en guerre. Mais la musique nous pousse à danser, chanter, fêter. Et c'est ce qui joue chaque jour. Pour aller encore plus loin, c'est quand on chante des bêtises que ça a plus d'impact. Mais est-ce que ces gens-là, c'est juste des gens mal éduqués, assoiffés d'argent, qui veulent réussir, ou ça fait partie aussi, c'est des pions aussi qui font partie de ces mouvements? Ok, très bonne question. La base, c'est celle-ci. La base, c'est que peu importe dans quelle direction tu es en train d'aller, si tu as une étoile, tu as une étoile. Okay. Tu peux être en train d'aller en enfer là-bas, alors Dieu a mis une étoile et que tu dois briller, puis tu vas en enfer avec ton étoile. Comme tu peux avoir cette étoile-là et tu décides d'aller sur le bon chemin et tu vas sur le bon chemin avec ton étoile. Ok? Donc, ton étoile, c'est ton étoile. Si tu es quelqu'un qui doit briller ou quelqu'un qui brille, tu brilles. Peu importe dans quel domaine tu es. Mais maintenant, le grand problème, c'est quoi? Le grand problème, c'est que beaucoup de personnes ne sont juste pas conscientes des enjeux. Beaucoup de personnes n'ont juste pas de buts, n'ont juste pas de direction. Et quand tu n'es pas conscient des enjeux, quand tu n'as pas de buts, tu deviens une proie facile. Parce qu'on peut te mettre des idées dans la tête sans que tu ne le saches. Je te donne un exemple. Qui regarde Canal+, par exemple, ici? Qui a Canal+? 1, 2, 3, 4, pratiquement vous tous. Non, tu n'as pas Canal+. Non, moi, je regarde. Moi, je ne regarde pas beaucoup la télé. Mais il y a un moment, je regardais Canal+, j'ai vu que pratiquement toutes les 15 ou 30 minutes, on nous parlait du Rwanda. Vous avez déjà remarqué ça ou pas? Beaucoup de personnes ne remarquent pas. Parce que c'est subtil. Moi, dès que j'ai vu ça première fois, deuxième fois, j'ai dit, hey, c'est quoi ça? J'ai pris ça en photo, paf. Je dis, on est un pays, on est au Congo. Pourquoi on est constamment, pourquoi est-ce qu'on nous parle constamment du Rwanda? Et puis, tu dois savoir, bon, moi, j'ai rien contre le Rwandais, base, ok? Mais il y a quand même la guerre, ok? Donc, même si on va pas prendre des armes pour aller se battre là-bas, il faut qu'on en parle, qu'on réfléchisse, ok? Le Rwanda, c'est un pays qui utilise ce qu'on appelle, on va entrer un peu technique, c'est un pays qui utilise une stratégie qui s'appelle asymmetric warfare. Asymmetric warfare, c'est la guerre asymétrique, où un petit peut battre un grand. Ok? C'est une stratégie qui s'appelle asymmetric warfare. Voilà. Mais non, pour battre un grand comme David et Goliath, tu ne dois pas utiliser les mêmes armes que le grand. David, s'il avait pris l'épée au lieu de la lance, Goliath allait le battre. Exactement. Parce que Goliath est plus puissant, il a sûrement une plus grande épée, et ainsi de suite. Il doit utiliser des stratégies non conventionnelles pour le battre. C'est la même chose avec le Rwanda. Pour qu'ils nous battent, ils doivent utiliser des stratégies non conventionnelles. C'est-à-dire, il doit entrer dans notre tête, et j'ai l'impression que Canal+ aide beaucoup avec ça. Il doit y avoir une communication de loin plus agressive que nous, ok? Parce que la communication ne dépend pas du nombre de personnes. Ils peuvent avoir une cellule de, disons, 100 personnes et ils communiquent de loin plus agressivement que nous tous ici. Et puis, ça ne s'arrête pas là. Les Rwandais, en général, ils parlent le Swahili, ils parlent le français, ils parlent l'anglais. Ils parlent aussi les Kinyarwanda, même s'il y a des Congolais qui parlent aussi les Kinyarwanda, peu importe, ça c'est un autre débat. Mais non, quand nous on parle en français, généralement, non, quand on parle lingala, ça s'arrête à notre niveau. Ok? Quand on parle en français, les Rwandais peuvent nous suivre, nous écouter. Le niveau le plus élevé de notre côté, c'est généralement le français. Mais quand on parle français, on s'arrête au niveau de la France. Eux, quand ils parlent anglais, ils arrivent plus loin, au niveau des États-Unis. L'anglais, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui de prima lingua, la première langue du monde. Tu vois? Donc, que ce soit
dans les institutions stratégiques, que ce soit en politique, en diplomatie, quelqu'un qui parle anglais, si toi tu parles pas anglais, on va t'entendre, mais il y aura une connexion qui sera un peu plus lente comparée à celui qui parle anglais. Tu comprends? Ça, c'est des petites stratégies. Et puis, eux, le fait de mettre le français de côté, c'est un mouvement stratégique. C'est totalement stratégique. Ils ont même changé ça. Oui, ils parlent français, mais ils ne s'expriment pas très souvent en français. Ils ont été colonisés par quel pays déjà? L'Allemagne d'abord et puis la Belgique. Mais ils ont changé des langues coloniales. Oh. Mais eux, ils sont en train de faire des choses d'une manière exprès et consciente. Ils savent que au niveau où nous en sommes, la première langue, c'est l'anglais. L'anglais, c'est une langue très pratique, très directe, très pragmatique. On est dans une situation où il y a des voisins qui parlent anglais, il y a des voisins qui parlent français. Nous, on parle déjà français. Mais peut-être que si même si on parle français, on parle en plus anglais, ça va nous permettre d'aller ou d'atteindre certaines zones que les autres ne peuvent pas. Et ils intègrent ça. Et ça, c'est juste pas des bureaucrates qui peuvent faire ça. Ça va être difficile qu'un bureaucrate fasse ça. Parce que les bureaucrates, ils sont à l'aise dans la routine. Les bureaucrates, ils sont à l'aise dans ce qu'ils savent faire déjà, ce qu'ils sont habitués à faire. Ils ne veulent pas de changements, ils veulent juste faire leur routine, faire ce à quoi ils sont habitués, et puis on s'arrête là. Mais professeur, aujourd'hui, s'il y avait une solution ou une clé pour les générations qui viennent sur l'éducation, parce que ces bureaucrates-là, c'est des gens qui ont étudié aussi, mais qui ont juste suivi des formations qui leur ont mis dans cette position des gens qui attendent des ordres. On va dire des gens qui travaillent pour finalement trouver un travail à la fin, plutôt que d'investir ou de créer des choses eux-mêmes. Mais s'il y a une chose que l'éducation congolaise a besoin pour sauver les générations qui viennent, cette chose serait quoi? La touche qui pourra nous aider à prendre des initiatives plutôt que d'être là à attendre. Apparemment, c'est vraiment ça le vrai problème dans notre système, dans la politique congolaise. Ok. Déjà, la base, c'est celle-ci. Il faudrait qu'on revoie l'éducation. L'éducation a changé. L'éducation, c'est plus ce que c'était auparavant. Dans le temps passé, l'éducation, c'était principalement l'école, l'université et puis les centres de formation. Dans le jour d'aujourd'hui, l'éducation doit être l'école, l'université, le centre de formation, la culture, la télé, la famille, les églises ou lieux de culte et tout ce qui va en ce sens. Même le travail. L'éducation doit intégrer tout ça là. Ça doit être une culture. Sinon, on a déjà échoué. Je te donne un exemple. Tu vas aux États-Unis, tu travailles pour l'une des plus grandes entreprises. J'ai travaillé pour une entreprise qui s'appelle... En fait, même pas je travaille. Toutes les entreprises pour lesquelles je travaille, ils intégrent la formation. Il y a des formations obligatoires et des formations non obligatoires. C'est-à-dire, quand tu viens, on dit par exemple le premier mois, c'est le mois du training, on t'explique comment est-ce que ça fonctionne. Après, tu commences à travailler. Pendant que tu travailles, peut-être tous les 45 jours, on te demande de suivre une petite formation et de faire un test. Là, tu as peut-être déjà 10 ans, 15 ans d'expérience dans le domaine. Okay? Et puis ça, c'est des formations obligatoires. Il y a des formations non obligatoires qui sont un peu plus techniques. On te dit non, voilà le code que tu as, tu peux suivre toutes les formations. Parce qu'ils ont compris que les gens doivent continuer à s'améliorer, sinon ils régressent. Il y a beaucoup de personnes, que ce soit dans la fonction publique ou dans beaucoup d'entreprises chez nous, qui ont totalement oublié. Et ils sont en fait comme... Ils ont perdu pratiquement la mémoire. Ils se sont formés, ils ont étudié. Après, ils se sont perdus dans une grande routine bureaucratique qui a duré des années. Et une grande partie de ce qu'ils avaient appris, ils ont oublié.
Et quand tu viens et tu leur proposes d'intégrer la formation dans leur système, ils refusent. Moi, j'ai eu un marché de formation professionnelle comme ça, où en plus de la formation qu'il fallait organiser sur 10 jours, je leur ai proposé d'intégrer une plateforme pour que leur personnel puisse être capable de suivre la formation à n'importe quel moment. Okay? Que ça soit là permanent et à un coût de loin vraiment bas. Okay? La réponse du directeur général, c'est que l'entreprise, c'était une entreprise publique, l'entreprise n'a pas vocation à former. Je lui ai dit chaque jour, il y a des dames qui viennent nettoyer ici. Il y a des gens qui viennent entretenir ou arranger le courant. L'entreprise n'a pas vocation à entretenir ou à maintenir le courant. Mais quand il y a la propriété, quand il y a du courant, quand c'est bien entretenu, ça optimise la capacité, la productivité des personnels. C'est la même chose avec apprendre. Exactement. Tu vois? Mais nous, on est dans un contexte où on a fait de l'apprentissage. Un truc qui doit se passer seulement à l'école et à l'université. À l'école, on dirait qu'on étudie une seule fois pour toutes. On fait l'université et puis c'est fini, quoi. Moi, en fait, une fois même, j'ai parlé avec un de mes mentors de fitness. Il m'a dit une chose. Il m'a dit, tu vois, le plus gros problème, en fait, dans le coaching est que la majorité des coachs font juste du coaching pour entraîner des gens. Il a suivi une formation et puis c'est fini. Pendant que la vraie formation, c'est pas la formation qu'on suit pour être certifié. C'est l'auto-formation qu'on doit subir à tout moment. Lire des livres, faire des recherches, même pas sur le corps humain, mais sur comment est-ce que le monde évolue. C'est renseigner sur beaucoup de choses, de temps en temps faire des mises à jour pour que ça continue. Mais vraiment, ces problèmes ne se limitent pas seulement au niveau éducatif. C'est aussi, par exemple, le marché Zando. On a nettoyé, on a rangé, et puis la saleté rentre encore. Parce qu'il n'y a pas un système d'entretien au quotidien. Donc, on a nettoyé, mais... Et puis, la saleté revient. Une question intéressante, c'est pourquoi est-ce que si on prend par exemple des Français, on prend 10 millions de Français, on les emmène au Congo. 10 millions de Congolais, on les emmène en France. Le Congo va devenir comment, la France va devenir comment? OK? Qu'est-ce qui fait la différence? La différence, c'est pas ce qu'ils font avec leurs mains. La différence, c'est ici. Leur tête. Moi, j'ai appris qu'en France, pour certaines formations, c'est le gouvernement qui paye pour toi. C'est le gouvernement qui paye pour toi pour certaines formations. En plus de la culture qui est poussante, qui te pousse à avancer, qui te pousse à apprendre, sinon tu calissimo. Il y a cette culture-là. Tu vois un peu? Nous, on a beaucoup d'améliorations à faire à ce niveau-là. C'est comme ça que je suis en train de développer des plateformes pour voir dans quelle mesure je peux aider. Mais je te donne un autre exemple. Aux États-Unis, par exemple, dans tous les domaines de la vie, en fait, tous les États-Unis, c'est comme une grande université. Tu étudies pour avoir ton permis de conduire. OK? Tu étudies, tu passes le test. Pas test conduite, test théorique d'abord. Quand tu le passes, tu fais le test conduite. Après, tu as ton permis de conduire, tu commences à conduire. Une fois tu fais une erreur en conduisant, un roulage t'arrête, il te donne un ticket. Un ticket, c'est un peu comme quelque chose que tu dois résoudre. C'est soit tu payes avec l'argent, soit on te dit, si tu ne veux pas que ton permis de conduire soit annulé, il faut que tu suives des formations de ce qu'on appelle defense driving. C'est-à-dire, tu pars à un endroit crédité pour ce genre de formation et tu te mets là, tu passes 2 heures, 3 heures à suivre des trucs que tu connais déjà, où on est en train de te dire non, pour bien conduire, il faut faire ça, il faut laisser les passants passer en avant, et puis la priorité, c'est toujours les passants. Quand il y a une voiture qui vient, des trucs que tu connais déjà, mais parce que tu as fait une erreur, on te rééduque.
Mais non, on ne fait pas ça. Nous, on pense que l'éducation, c'est seulement école, université. Et puis, ça s'arrête ça. Et c'est ça le problème. Et c'est que moi, je te donne comme exemple, en termes de conduite, c'est pratiquement dans tous les domaines de la vie. Les enseignants, par exemple, de l'école primaire ou secondaire, ils sont obligés de passer des tests. Je crois que c'est tous les 2 ans. Parce qu'il y a certains principes de base dont ils doivent se rappeler. C'est pas seulement j'ai fait 15 ans dans le domaine. Oui, c'est bien beau, mais ça suffit pas. Tu es en face des personnes, des individus, et c'est que tu dis, ça entre dans leur tête. On doit se rassurer que tu es en train de comprendre qu'il faut garder tel standard. Et ils ont mis ça pratiquement dans tous les domaines de la vie. Encore plus pour les chauffeurs de véhicules qui font les taxis, de la même manière pour les personnes qui préparent et ainsi de suite. Pour nous, l'éducation, c'est l'école et l'université. Malheureusement. Professeur, vous savez, le Rwanda, par exemple, il y a le président Kagame qui est là en train de pousser pour que le pays aille de l'avant. Mais c'est pas le seul pays qui s'améliore comme ça, qui cherche à être plus fort, plus riche. On va dire par exemple les États-Unis. Ça continue d'être comme ça. Mais si par exemple on prend le Rwanda, on voit le président Kagame, qui a été là pendant des années. Mais pour d'autres pays, même quand le président quitte, le même système continue. Moi, par exemple, je ne suis pas trop vraiment approfondi dans la politique. Mais qu'est-ce qui fait à ce que pour d'autres pays, même quand le président quitte, il y a un système qui continue à fonctionner comme ça? Est-ce que derrière le président, il y a des gens où... Voilà, ma question c'est, qu'est-ce qui fait maintenir ces systèmes, même quand le président change? Il y a toujours le système qui continue. OK. Bon, il y a un principe qu'on appelle le principe de continuité de l'État. C'est-à-dire, quand un président quitte, l'autre qui vient, il continue sur base de ce que l'autre président a laissé. Mais la dynamique RDC-Rwanda, c'est une dynamique Kéba, comme on dit. Donc, il y a des gens qui meurent. Parce qu'il y a beaucoup de sanguinaires dans le domaine. Donc, les sanguinaires, il ne faut pas nous attaquer ici. On n'est pas des politiciens. On est en train de faire juste des analyses. Bon, voilà le principe. Tu dois comprendre, de mon point de vue, en voyant de loin, voilà ce qui se passe. On avait un homme fort dans ce pays qui s'appelle Mobutu Sese Seko, qui a régné en RDC, dans le Zaïre à l'époque, pendant 32 ans. Après, il y a Laurent Désiré Kabila qui est venu avec l'aide du Rwanda. OK? On l'a fait tomber et on a changé le président. Laurent Désiré Kabila, qui était le président que j'apprécie, je crois, le plus. Il était à la tête jusqu'à ce qu'il s'est fait assassiner. Un paix à son âme. Après, il y a eu Joseph Kabila qui est resté là au total pendant 18 ans. Et puis, il y a eu le président Tshisekedi. Pour certains pays, plus on est déstabilisé, plus ils gagnent. Pour certains pays, pas seulement nous, plus il y a du désordre dans votre maison, plus eux ils mangent, plus eux ils se retrouvent. En passant, le Rwanda a plus de routes que la RDC. Petit qu'il est. Mais si un pays étranger doit nous attaquer, ça ne nous attaque pas tout seul. C'est avec complicité de nos frères. C'est avec complicité de notre sang. Tu vois? Donc, pour moi, au lieu de déclarer la guerre ou d'aller commencer à se battre avec le Rwanda, j'aurais préféré qu'on fasse une très grande campagne d'anticorruption. Qu'on fasse une très grande campagne. Quand je parle de très grande campagne, je ne parle pas de propagande. Je ne parle pas de
je parle pas de je parle pas de propagande, je ne parle pas de juste passer à la télé pendant très longtemps et puis ça suffit. Non. Je parle d'aller en profondeur. OK? Anticorruption, patriotisme. Est-ce que le Congolais aime encore leur pays? Tout le monde veut voyager, tout le monde veut se barrer, tout le monde veut partir. Je ne sais pas si je comprends un peu. Et on doit rappeler aux gens. Donc, il y a certains... Moi, je pense même qu'à ce niveau, on est au niveau où on doit apprendre de nos ennemis. Par exemple, au moment où on en est, le Congo, la RDC et le Rwanda, il y a beaucoup de tensions. Apprenons d'eux. Tu vois? Il y a seulement ceux qui se battent avec les émotions, qui sont là, non, 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 et ainsi de suite, et qui font beaucoup de bruit. Quand tu es vraiment un soldat, tu sais vraiment te battre. Tu peux apprendre de ton ennemi ou de celui avec qui tu es en train de te battre pour améliorer ton jeu. Ces gens-là, ils viennent, il y a des gens qui sont morts à Bukavu, le lendemain, salon au général, ou à Goma, le lendemain, salon au général. Pourquoi on n'organise pas le salon au général? On a besoin de combien d'argent de financement? Il faut combien d'argent pour qu'on organise un salon au général? Ou il faut que des gens meurent aussi? Non, apprenons, améliorons notre jeu. Salon au général chaque samedi. Let's go, on y va. Dans toutes les provinces, dans tous les pays. Salon au général. Pourquoi pas? On regarde comme ça, les personnes qui sont en train de nous envahir, ils ont une base sur laquelle ils sont en train d'asseoir leur histoire. Et cette base-là a des fondations légales. Nous, c'est quoi notre base? On peut commencer avec les génocostes. Commençons avec les génocostes. Donnons à ce génocoste des bases légales. OK. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un futur, un empire qu'ils veulent créer. Pourquoi on ne crée pas un empire? Pourquoi on ne dit pas, un exemple bête, pourquoi on ne dit pas, nous, on doit recréer le grand Zaïre, par exemple? Parce que les gens, quand ils ont une vision, ils ont tendance à se battre pour ça. Ils ont tendance à avancer pour ça. Mais le problème, c'est que nous deux là, nous, moi et toi, ça va être difficile de donner cette impulsion-là. Il faut que ce soit des gens qui sont au sommet, qui ont le pouvoir, qui ont déjà la signature. Même s'il y a beaucoup de démocrates. Mais ça, c'est important. OK? Moi, je voulais aussi parler de quelque chose qui m'a beaucoup attristé. Tu sais c'est quoi, Nour? C'est quoi? J'ai essayé de regarder notre pays sur plusieurs facettes, surtout sur la facette opération psychologique, une fois encore, parce que je m'y connais un peu, je m'y connais assez dans le domaine. OK? J'ai commencé. Tu pourras mettre ça? Est-ce qu'il pourra zoomer? Ou il pourra peut-être ajouter? Tu vois? Ça, c'est l'armoirie de la RDC. OK? Non, tu vois, non? Yeah. Dans cette armoirie-là, tu vois la tête du léopard. Tu vois une lance. Et puis, tu vois quelque chose qui ressemble à un couteau. Et puis, tu vois paix, justice et travail. OK? Moi, je suis pour qu'on change ça. Oui, je suis pour qu'on change ça. Je vais vous dire pourquoi. J'ai l'impression qu'il y a la tête du léopard à côté de deux choses qui tuent un léopard. Et puis, en bas, il y a paix, justice et travail. On dirait qu'il y a du sang là. Pourquoi c'est rouge? Ça doit nécessairement être rouge. On dirait qu'on a coupé la tête d'un léopard. Il y a les armes qui ont coupé la tête du léopard. Et puis, il y a du sang par terre. Wow. Wow. Moi, j'aimerais qu'on change ça. Wow. Nour, tu vois ça? Wow. Wow. Billy, tu vois ça? J'avais vu ça venir comme ça. Hein? Mais ça ne s'arrête pas là. Je suis en train de vous emmener très loin aujourd'hui. OK? Je suis en train de vous emmener très loin. Maintenant, regardez, c'est que nos armoiries étaient au temps de Mobutu. Lance.
Flèche. il y a lance, flèche, il y a le léopard, il y a comme un arbre, hein, comme une branche, et puis il y a justice, paix et travail. OK? Quand vous voyez justice, paix et travail, là, le rouleau, là, vous voyez que c'est un papier, c'est un rouleau. C'est différent, on ne voit pas le sang. OK? Quand vous voyez la lance et quand vous voyez la lance et autres, hein, vous voyez que ça vous envoie un message clair, ça vous dit faites attention. Un peu comme on dit chien méchant. On te dit n'entre pas. Dans le premier, c'est ouvert comme ça. Dans celui-ci, c'est fermé. C'est comme qui dirait, il y a même le léopard qui a tendance à être derrière. Oui, voilà. Ça te dit n'entre pas, il y a un léopard, il y a quelque chose de dangereux. Et puis, il y a les feuilles qui symbolisent la prospérité. Est-ce que vous avez vu ça? C'est différent de l'actuel. N'est-ce pas? OK. Il ne faut pas qu'on vienne me suivre ici, Billy. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose de dangereux, du pourquoi on doit améliorer notre jeu. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes sûr? OK. Ça, c'est l'armoirie du Rwanda. C'est ça. Je vous dis, il faut apprendre des gens avec qui vous vous battez. Vous voulez que je commence à décortiquer ça? C'est une dinguerie. OK? Premier élément, il y a la case. La case, c'est le peuple. C'est le pays. OK? À côté de la case, il y a la prospérité. Deux branches. Différents types de prospérité. OK? La prospérité naturelle d'un côté, et puis il y a une autre prospérité de l'autre côté, qui paraît naturelle, mais c'est comme de la poussière. C'est un peu comme le minerai, mais c'est une forme de prospérité. OK? Au-dessus, il y a le soleil. Nour, je ne sais pas si tu as suivi les formations sur ça, qui représente l'environnement, la maîtrise de l'environnement. Donc, on a la case, notre peuple au milieu. OK? À gauche, il y a la prospérité. D'une manière naturelle, à droite, il y a une autre prospérité. Au-dessus, il y a le soleil qui représente notre environnement, c'est-à-dire on contrôle notre environnement. Il y a la lumière partout, quoi. Donc on peut... Pas seulement. Le soleil, ça représente qu'il y ait lumière, qu'il n'y ait pas de lumière. Ça représente notre environnement. On contrôle notre environnement. OK? Après, il y a des boucliers, deux boucliers, à gauche et à droite. Mais ces boucliers ici ne sont pas des boucliers simples. Elles ont une pointe qui vont vers l'extérieur. Donc, on attaque, mais on est encore plus fort en défense. Mais le génie dans ce truc ici, c'est qu'il y a quelque chose de non naturel. Il y a une roue. La roue qui représente le système. Le système, c'est un concept qui ne date pas d'il y a longtemps. C'est un concept qui est très récent. Et un pays qui prend le système, c'est-à-dire on maîtrise les entrées, on maîtrise les sorties, on industrialise, on transforme le tout en machine. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Et puis le tout, c'est refermé dans ce truc noir, vert, qui symbolise l'unité. Bien nouveau, là. Oui. C'est avec eux qu'on est en train de se battre. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Non, est-ce que vous êtes en train de comprendre? Ah. Vous êtes en train de comprendre? Ça m'a même rappelé une conversation que j'ai eue avec vous. Vous avez parlé d'écriture.
Que la culture, c'est pas seulement ce que nos ancêtres ont laissé. C'est aussi ce que nous, on peut innover. Moi, j'ai vu la partie du système. Donc, aujourd'hui, eux, ils prennent aussi dans leur... comment on appelle ça, le symbole, là. Ils ont mis le système quelque chose d'aujourd'hui, mais ça fait partie de leur philosophie. Donc, tout est systémisé. Donc, il y a des entrées, les sorties. Donc, ils sont au contrôle de tout, quoi. Donc, ça m'a un peu rappelé cette conversation. Je vois un peu. Donc, c'est tout un système. C'est comme ça que moi, je pense que pour qu'on devienne fort, il faut aussi qu'on apprenne d'eux. Apprendre même de quelqu'un avec qui tu es en train de te battre, c'est pas mauvais. Ça te permet de t'améliorer. Parce que vous devez comprendre ceci. Dans la guerre asymétrique, pour que quelqu'un de faible batte quelqu'un de fort, il doit commencer par te rendre faible. Il doit te rendre faible, tu dois être faible, désorganisé, sinon tu seras puissant. Vu la taille. Oui, parce que tu as des avantages. Voilà, déjà, tu vois un peu? C'est des avantages. Et seulement, déjà, base, si on apprend de tout ça là, de leur jeu, on voit leur jeu, on apprend de leur jeu et on est capable d'intégrer ça. Un autre problème aussi, c'est l'intégration. On intègre ça jusqu'à quel niveau? On est en guerre, il y a quelques ministres qui partent, qui réveillent la population. Vous connaissez les bourgmestres de vos communes? Vous connaissez leur nom? Les chefs de quartier, vous les connaissez? Vous avez vu un chef de quartier en train de se balader pour mobiliser les gens? Ils sont à la maison. Vous êtes en train de comprendre ou pas? Mais non, notre problème, c'est tout ce dont on a parlé ici, et beaucoup plus réuni en un. On te jette ça maintenant, ça résout ça. Si tu es incapable de voir, tu vois rien. Tu es aveuglé. Parce que tu ne sais pas par où commencer. C'est pour cela que, généralement, je dis aux jeunes, faites attention, parce que le jeu est truqué. Le jeu est truqué. Non, mais ça, c'est fort. Hein. Ça, c'est fort. Mais ce point, c'est un point très essentiel. Mais professeur, comment est-ce qu'un jeune Congolais qui veut vraiment voir un changement, à son niveau, par exemple, en tant qu'individu, peut déjà commencer à poser des actions pour aider son environnement, on va dire, par exemple, commencer par sa famille, les endroits qu'il visite, on va dire, par exemple, comment est-ce qu'il peut influencer, comment est-ce qu'il doit, ou je peux dire, les critères d'un Congolais, un jeune Congolais idéal. C'est quoi au fait? Un jeune Congolais doit être comment? Vu la situation d'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme problème de guerre, comment est-ce qu'un jeune Congolais doit se comporter, doit se cultiver? Comment est-ce qu'un jeune Congolais doit être? Si je dois conseiller quelque chose, je dirais 3 éléments. Chaque Congolais doit simplement faire un effort. Ça ne va pas toujours être facile, mais faire un effort d'être quelqu'un de bien. Donc, travailler assez sur lui pour être quelqu'un de solide, quelqu'un de fort mentalement, psychologiquement, physiquement. Efficace, quoi. Quelqu'un. Il doit aimer son pays et puis protéger sa famille. On est en train de mettre les jeunes dans la tête que pour qu'ils avancent, ils doivent sortir du pays. Pour qu'ils avancent, ils doivent arnaquer les gens. Pour qu'ils avancent, ils doivent à la limite tricher. Alors que ce n'est pas vrai. Travaille sur toi-même. Aime ton pays malgré tout parce que tu n'en auras pas 2 ou 3. Et aime ta famille, sois là pour eux. Maintenant, ces 3 concepts-là, il faudra maintenant aller vachement en profondeur. Apprendre les différents concepts, développer et autres. Parce que, à vrai dire, c'est pas tout le monde qui veut que tu gagnes. Hein. La majorité de personnes, beaucoup de personnes veulent que tu te détaches même de l'amour de ton pays, veulent que
tu arrêtes d'apprendre, tu arrêtes de chercher à devenir solide, que tu sois démoralisé par les événements, comme quelqu'un qui est en train de me dire ici que ça ne sert à rien de se battre pour ce pays, ça ne sert à rien de se battre pour ces terres. Tu comprends? C'est la terre de tes ancêtres, de tes aïeux. Tes grands-parents, tes arrière-grands-parents ont saigné pour cette terre. Certains, on les a coupés les bras. Certains, on les a coupés la tête. Certains sont morts pour cette terre. Et toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de te plaindre seulement et dire, t'es quand on et de la dignité, de l'honneur, de la loyauté, de l'intégrité. Ça, ce sont des choses qui ne peuvent pas être achetées par ceux qui impriment l'argent. Fuego, c'était un plaisir. Vraiment, c'était un très grand plaisir. Je ne sais pas comment vous remercier pour ces podcasts. J'ai beaucoup appris. Et j'espère que beaucoup de jeunes qui suivent aussi, qui vont suivre cette vidéo, vont beaucoup apprendre. En tout cas, merci beaucoup, professeur. Encore une fois, vous êtes très bien habillé. C'était un plaisir. C'était un plaisir.